Décembre 2018, Afrique du Sud, banlieue de Pretoria. Après être restés des jours cachés dans leur cave, ces derniers habitants blancs sont enfin évacués par la force d'interposition de l'ONU. Leurs voisins n'ont pas eu cette chance. Plus tôt dans la journée, ils ont été lynchés par la foule. Écrasés depuis des décennies par un pouvoir blanc raciste et brutal, les communautés noires d'Afrique du Sud ont fini par prendre le pouvoir par la force. Personne n'a pu empêcher l'explosion de violence qui a suivi. Ivres de vengeance, les opprimés d'hier sont devenus les oppresseurs d'aujourd'hui. Devant le risque d'une épuration ethnique, l'ONU a envoyé en urgence une force d'interposition rapide pour évacuer les populations blanches vers le Zimbabwe voisin. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1962, un petit grain de sable va entraîner la fin du régime de l'apartheid et l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule, Apartheid, la spirale de la peur. 1836, sud de l'Afrique. Des colons bourses abandonnent par milliers leurs foyers pour une grande migration à l'intérieur des terres. 26 mai 1948, le Parti national gagne les élections. Le nouveau gouvernement a les mains libres pour mettre en place le régime d'apartheid. 5 août 1962, le leader noir Nelson Mandela est retrouvé et arrêté par la police sud-africaine. Ces trois événements sont des moments clés qui ont amené l'Afrique du Sud au bord de la guerre civile lors de la terrible période de l'apartheid. 16 décembre 1838, sud de l'Afrique. Blessé à mort par un tir de fusil, ce jeune guerrier zoulou sait sa fin proche. Devant lui, la rivière est rouge du sang de ses frères d'armes. Ils n'ont pas réussi à repousser ces démons venus prendre leur terre. Ses yeux se voilent lentement. Dans sa tête résonnent les anciennes histoires de l'arrivée de ces envahisseurs blancs sur le continent, il y a très longtemps. Ces hommes blancs, ce sont des Néerlandais. Ils sont ici pour fonder une colonie à la pointe sud du continent africain. Nous sommes en 1652 et au début d'une histoire aussi complexe que violente. Dans les années qui suivent, la petite colonie voit l'arrivée de Français, d'Allemands et de Scandinaves, tous portés par la foi protestante. Très vite, la colonie manque de main-d'œuvre et de place. Le premier problème est résolu par l'importation massive d'esclaves. Le second, par la conquête de territoires sur leurs voisins autochtones, Khoikhoi, Boshiman, Xhosa. Les Européens ont des fusils, eux non. Ces colons, que l'on commence à appeler bourses, paysans, s'enracinent sur le continent africain. Mais en 1795, le rapport de force bascule. L'Empire britannique s'empare de la colonie et impose son autorité aux bourses. Nettement minoritaires au début, les Britanniques voient leur population exploser grâce à l'arrivée massive de migrants. En 1828, l'anglais est devenu la langue dominante. Puis l'anglicanisme s'est imposé comme religion d'État. Le droit anglais a remplacé le droit néerlandais. Les bourses se sentent attaqués au cœur de leur identité. En 1833, les Britanniques abolissent l'esclavage. Inacceptable pour les bourses, qui voient tout leur système économique remis en question. Dans les années suivantes, plus de 15 000 d'entre eux fuient l'ordre britannique et migrent vers l'intérieur des terres pour retrouver leur mode de vie. Un véritable exode. C'est le Grand Trek, événement central et fondateur de l'histoire des bourses et de leur identité. Partis en quête de terres vierges, ils tombent sur des territoires occupés par des tribus africaines. En 1838, ils pénètrent sur le sol de l'Empire Zoulou, lui aussi en expansion. La guerre est inévitable.
Le 16 décembre, 15 000 Zoulous encerclent les quelques centaines de colons, retranchés dans un cercle de chariots à 20 contre 1. Mais les Boers ont des fusils. Les Zoulous, non. 3000 jeunes guerriers sont couchés par les balles, comme de l'herbe par le vent. La rivière du champ de bataille, rouge du sang zoulou, prendra le nom de Blood River. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. La conviction des Boers s'articule autour de la notion d'un peuple élu chargé d'une mission divine. Car progressivement, ils vont commencer à croire en leur destinée, comparant leur épopée avec celle de l'exode des Juifs dans l'Ancien Testament. Avec le temps, le Grand Trek devient la racine, le socle de la société boer. Pour eux, la victoire miraculeuse à Blood River est le fruit d'une intervention de Dieu. Cette idée est à rapprocher de l'idéologie des Mormons lors de la conquête de l'Ouest américain. Investis d'une mission divine, ils ont migré jusqu'à une vaste terre pourtant inhospitalière pour préserver leurs croyances et leur mode de vie. S'estimant attaqués de toutes parts par les Noirs et les Britanniques, repliés sur eux-mêmes, portés par leur foi inébranlable, les Boers se construisent leur propre concept. Persécutés, ils doivent survivre, quoi qu'il en coûte. 1902, République du Transvaal. Ce fermier boer a tout perdu. Après des années de combats héroïques face aux troupes britanniques, il a vu son gouvernement accepter une reddition. De retour sur ses terres, dans la ferme qu'il a bâtie de ses mains, il a appris la mort de sa femme et de ses 3 enfants dans l'un des nombreux camps d'internement anglais. Comme tous les Boers, il sent que leur histoire a pris un tournant dramatique. Un jour, s'il ne fait rien, lui et les siens disparaîtront. Tout commence il y a quelques dizaines d'années. À la suite du Grand Trek, les Boers ont fondé plusieurs républiques. Le Natal, immédiatement annexé par les Britanniques, puis le Transvaal et l'État libre d'Orange, officiellement toléré par la couronne. Jusqu'à la découverte, dès 1866, de diamants, puis d'or sur leur territoire. Pour l'Empire, pas question de passer à côté d'une telle manne financière. Ces territoires deviennent le théâtre de 2 guerres entre colons blancs. 2 guerres modernes, effroyables. Car l'armée britannique est en avance sur son temps. Stratégie de la terre brûlée, maisons fortifiées, utilisation de boucliers humains. Mais aussi une 50aine de camps d'internement où s'entasseront des dizaines de milliers de civils Boers, essentiellement des femmes et des enfants. 28 000 n'en reviendront pas. Un quart de la population africanaire disparaît. Le traumatisme est total. Pour tous ces fermiers blancs, la rancœur et la haine s'accompagnent d'une véritable angoisse. Celle de disparaître en tant que peuple, dans un immense territoire peuplé d'hommes noirs, sous les coups d'une administration anglophone toute puissante. Ils n'ont plus le choix, s'adapter ou disparaître. À contre-cœur, ils se soumettent au pouvoir britannique. En 1910, l'Union d'Afrique du Sud est créée et devient aussitôt membre du Commonwealth. La symbolique des mots. Le mot boer signifie fermier. En anglais, sa prononciation est identique à celle du mot rustre. Confrontés à la menace de perdre leur identité face aux Anglais, les Boers revendiquent leur spécificité. Pour se désigner eux-mêmes, ils commencent à utiliser le terme afrikaner, qui désigne tout individu blanc parlant la langue Afrikaans, ce dérivé de néerlandais teinté de français, de portugais et de langues autochtones. Ce nom,
qui se traduit par « africain », leur permet de revendiquer une certaine légitimité sur ce nouveau continent et de se détacher de leurs lointaines racines européennes. Les Anglais, eux, sont nommés « Uitlanders », étrangers. Le terme « lager », qui désigne le cercle de chariots que forment tous les soirs les colons pour se protéger des attaques, devient progressivement le symbole de la position des Afrikaners, en permanence encerclés et inférieurs en nombre, combattant jusqu'à la mort. Un simple mot cache souvent une grande signification. 21 mars 1960. Cet homme noir est sous le choc. Voilà des années qu'il combat les profondes inégalités qui gangrènent son pays. Mais aujourd'hui, toutes ses convictions s'effondrent. L'action légale ne suffira pas. Pas contre ce gouvernement raciste et criminel. Avocat, il a vu la situation empirer, année après année, loi après loi, en toute légalité. Depuis leur arrivée, les Britanniques ont toujours agi pour réduire les Noirs au rang de main-d'œuvre bon marché. Sous prétexte de lutter contre la criminalité, mais en réalité surtout pour des raisons économiques, ils ont partitionné l'espace. Aux Blancs les villes et les bonnes terres, aux Noirs les zones peu fertiles et industrielles. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que l'Afrique du Sud devient autonome de l'Empire britannique, les nationalistes afrikaners luttent pour récupérer l'exclusivité du pouvoir et en exclure la bourgeoisie anglophone. Mais pas seulement, car pour les ouvriers blancs, il y a un nouveau danger. Celui de cette main-d'œuvre noire bon marché qui menace leurs emplois, de cette population noire chaque jour de plus en plus nombreuse. Ce danger a un nom, le Zwartgevaar, le péril noir. Le 26 mai 1948, le National Party pro-afrikaner gagne les élections. Le gouvernement met aussitôt en place une véritable politique de développement séparé des races. C'est l'acte de naissance du régime de l'apartheid. Obsédés par la survie de leur culture, les dirigeants afrikaners vont se retrancher dans un lager juridique et se doter d'un véritable arsenal de lois. Le Population Registration Act permet d'abord de bien définir les appartenances raciales en fonction de critères subjectifs précis. Blanc, noir, asiatique et métis, que l'on nomme colored. Le Group Areas Act délimite les zones de résidence autorisées. Les populations noires s'entassent dans des townships, villes de seconde zone surpeuplées. L'Immorality Act interdit les relations sexuelles interraciales, alors que le Pass Law Act rend obligatoire la possession d'un laissez-passer pour tout homme noir de plus de 16 ans. En 1951, une loi jette les bases du système des Bantoustans. 10 territoires morcelés sont désignés pour devenir de nouvelles nations noires. Les Noirs sont obligés d'en devenir citoyens et d'y vivre. 10 millions d'entre eux perdent alors de facto leur citoyenneté sud-africaine. En 1953, la ségrégation devient légale. Les villes se couvrent de panneaux précisant les droits de chaque personne en fonction de sa couleur de peau. S'enfermant de plus en plus profondément dans une névrose sécuritaire obsessionnelle, le régime de l'apartheid instaure l'état d'urgence, recourt massivement à la force, dissout les mouvements contestataires, enferme les opposants politiques. Tout ça en toute légalité. Les nombreuses manifestations anti-apartheid sont réprimées dans le sang. Le pays se perd dans une spirale de violence. 21 mars 1960, township de Sharpeville. Des milliers de manifestants brûlent leur laissez-passer devant un commissariat. La tension est à son maximum. Les policiers ont leurs armes pointées sur la foule. Un coup de feu part. C'est le massacre. Parmi la soixantaine de victimes, on compte de nombreux enfants. L'opinion mondiale est scandalisée. Tout comme cet avocat noir qui décide ce jour-là de changer de stratégie et de rentrer dans la lutte armée. Il s'appelle Nelson Mandela. Le repli sur soi. À l'instauration du régime de l'apartheid,
la communauté afrikaner représente à peine 20% de la population. Devant la peur d'être attaqué et de disparaître, le régime se radicalise et s'arme de tout un panel de lois ségrégationnistes. Les dirigeants s'enterrent dans une politique sans issue, entièrement basée sur la répression. Les Noirs se retrouvent alors citoyens de seconde zone, humiliés et privés de presque tous leurs droits civiques. De nos jours, dans l'État d'Israël, les Palestiniens vivent une situation similaire. Déplacements massifs de population, zones de peuplement strictement séparées, système de laissez-passer et utilisation des Palestiniens comme main-d'œuvre bon marché. Si les raisons sont différentes, les conséquences sont presque les mêmes. Repli sur soi des communautés, flambée de violence, forts ressentiments qui deviennent, avec le temps, insurmontables. Dimanche 11 février 1990, région du Cap. Ce gardien de prison assiste à un instant historique. Il a conscience que son pays est à l'aube de changements importants. Le prisonnier qu'il vient de libérer, aujourd'hui âgé de 71 ans, n'est plus du tout le même homme qu'il a vu arriver en prison 27 ans auparavant. Nelson Mandela commence son parcours politique 46 ans plus tôt, lorsqu'il rejoint l'ANC, le Congrès national africain qui lutte pour les droits civiques des Noirs. Partisan de la non-violence, il est profondément choqué par le massacre de Sharpeville. L'année suivante, en 1961, il participe à la création de la branche armée de l'ANC, l'Umkhonto we Sizwe, le fer de lance de la nation. Mandela, homme de loi, entre dans la clandestinité et planifie une campagne de sabotage. 5 août 1962. Mandela est arrêté et condamné 2 ans plus tard à perpétuité. Il est incarcéré dans la prison de Robben Island, une île au large de la ville du Cap. Placé en quartier de haute sécurité, il subit humiliation et intimidation. La torture devient monnaie courante, de même que les passages à tabac. De longues années durant lesquelles, au fur et à mesure où son pays s'enferme dans la haine et la violence, lui cultive la philosophie de l'Ubuntu. Respect de la vie humaine, tolérance, conciliation, refus de la vengeance. Au dehors, ses anciens compagnons ne reculent devant rien pour obtenir sa libération. Son épouse, Winnie, fait de la lutte sa raison de vivre. De nouveaux mouvements de contestation voient le jour, plus radicaux. C'est l'escalade. En 1976, à Soweto, des émeutes d'une ampleur sans précédent éclatent dans ce township surpeuplé. L'état d'urgence est déclaré. L'armée intervient. Les morts s'accumulent par centaines. Retransmises par les télévisions du monde entier, ces émeutes choquent l'opinion internationale. Dans une folie rappelant les pires heures de notre histoire, on demande même à des scientifiques de mettre au point un programme spécial pour diminuer le taux de fertilité des femmes noires. La branche armée de l'ANC intensifie les attentats, allant jusqu'à l'attaque à la roquette du quartier général de l'armée. En 1986, un état d'urgence illimité est instauré dans tout le pays. La loi martiale est établie. Le gouvernement est en guerre ouverte contre 54 townships. Pour reprendre le contrôle de la situation, de nombreuses lois d'apartheid sont abolies. Mais rien n'y fait. Le pays est au bord de l'effondrement. En 1989, arrive au pouvoir le nationaliste Frédéric de Klerk. On s'attend au pire. Mais l'homme politique est un pragmatique. Il sait que les Afrikaners doivent une nouvelle fois s'adapter ou disparaître. C'est l'heure des concessions. Le 11 février 1990, après plus d'un quart de siècle d'incarcération, Nelson Mandela franchit les portes de la prison en homme libre.
l'homme regarde la foule, puis lève le poing en signe de victoire. Pour le gardien blanc qui le regarde s'éloigner, une peur lui tenaille le ventre, celle d'une vengeance des Noirs pour les sombres années d'apartheid. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mandela, à l'époque de son arrestation, avait suivi un entraînement militaire intensif dans le but de mener de véritables opérations de guérilla. Que se serait-il passé si, en ce jour d'août 1962, il avait échappé à ses poursuivants? Dès les premières actions, il serait devenu la cible prioritaire des services secrets sud-africains. Considéré comme terroriste, l'objectif aurait certainement été de l'éliminer. Même s'il avait réussi à échapper aux escadrons de la mort du régime, la clandestinité et le combat l'auraient changé à jamais. Radicalisé, il n'aurait jamais pu devenir un symbole d'unité et de pardon. Sa femme Winnie, elle, n'aurait pas eu besoin de lutter pour la libération de son mari et ne serait pas devenue cette icône controversée de la lutte contre l'apartheid. 2018, Soweto. Née dans ce bidonville, cette femme n'a presque aucune échappatoire. Comme des millions d'autres, elle est l'un des nombreux laissés-pour-compte de la société sud-africaine. Pour elle, la situation ne semble pas s'être améliorée depuis la fin de l'apartheid. Pourtant, en 1990, lors de la libération médiatique de Nelson Mandela, un vent d'espoir a soufflé sur le pays. Mais la vraie raison de l'ouverture politique a été d'ordre pragmatique. Le pays croulait sous les sanctions économiques et les embargos internationaux. Près de la moitié des multinationales avaient déjà quitté le pays. La libération de Mandela et l'abolition des dernières lois ségrégationnistes permettent la levée des embargos. L'apartheid n'est plus. De Klerk a sauvé l'Afrique du Sud de la banqueroute. En 1993, les deux hommes reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix. Mandela estimait d'ailleurs nécessaire que de Klerk le reçoive aussi. Le 27 avril 1994, Mandela devient le premier président de la République sud-africaine. Sitôt élu, il œuvre à la réconciliation entre communautés, ce qui tient de l'impossible au vu de la profondeur des ressentiments de part et d'autre. L'année suivante, il met en place une commission appelée Vérité et Réconciliation. Elle a le pouvoir d'amnistier les responsables de l'apartheid. La stature exceptionnelle de Mandela permet au pays d'éviter un bain de sang. Arrivé à la fin de son mandat, il décide de ne pas se représenter. Le pays devra continuer sa reconstruction sans lui. Aujourd'hui, bien que l'Afrique du Sud représente à elle seule 1/5 du PIB du continent africain, plus de la moitié de sa population vit entassée dans des bidonvilles insalubres. Mais ceci est une autre histoire. L'Afrique du Sud reste, encore de nos jours, une terre d'inégalité. 72% des terres appartiennent toujours aux Blancs. Le chômage dans la communauté noire avoisine les 40%. Même l'ANC est rongée par la corruption. La précarité pousse une minorité de Blancs pauvres, autrefois protégés par l'apartheid, à emménager dans des bidonvilles. On est passé d'une ségrégation de race à une ségrégation de classe. Certains commencent à être nostalgiques de l'époque de l'apartheid. D'autres accusent même Mandela d'avoir trahi son peuple. L'Afrique du Sud reste un pays complexe. Elle a sombré dans l'un des pires régimes du XXe siècle. En 1991, après des décennies de lutte, les Sud-Africains ont non seulement réussi à déconstruire cette politique raciale, mais ils sont surtout parvenus à le faire sans tomber dans une guerre civile totale. Grâce à l'action de Nelson Mandela, ils ont surmonté leur désir de vengeance. Aujourd'hui, cette nation arc-en-ciel, en proie aux défis du XXIe siècle, sait qu'elle doit une nouvelle fois se battre pour l'égalité.
Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.